Le fait que cet endroit sombre cache des secrets comme ça, des restes oubliés dans les profondeurs, c'est le genre de découverte qui te fait te poser des questions. J'ai fait pas mal de plongées, mais la chose la plus étrange que j'ai jamais vue, c'était un grand congélateur, au fond de l'eau, avec une lourde chaîne industrielle enroulée plusieurs fois autour, et à peu près 5 parpaings attachés dessus. Il était extrêmement rouillé, et le congélateur lui-même devait avoir plus de 30 ans, probablement bien plus. Ça se trouvait à environ 27 mètres de profondeur, juste au large de l'île de Vancouver, au Canada. L'ambiance était franchement glauque, et moi comme les autres plongeurs, on a eu une sacrée chair de poule en découvrant ça. On a noté les coordonnées GPS et la profondeur, et on a aussitôt alerté la police. Grâce à l'un des plongeurs qui connaissait des flics du coin, on a réussi à savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, 10 poupées en porcelaine. Rien d'autre. Juste 10 poupées. Je plonge moi-même, mais cette histoire m'a été racontée par un plongeur de la Garda, la police irlandaise. En 2010, un homme a fait un essai routier avec un vendeur, et dans une tentative de suicide, il a délibérément lancé la voiture depuis un quai, droit dans la mer. Il s'est noyé. Le vendeur, lui, a réussi à s'échapper en brisant la vitre et en nageant jusqu'à la surface. Les plongeurs ont été envoyés pour récupérer le corps de l'homme. Ce détail n'apparaît pas dans l'article de presse, je peux vous donner le lien pour ceux que ça intéresse, mais à l'époque je travaillais dans les ports de plaisance, ce qui m'a permis de discuter avec le plongeur qui a été sur place. Quand il est arrivé à la voiture, il a raconté que l'homme était encore assis droit, face à la route, les mains sur le volant, les yeux grands ouverts. Ça faisait déjà plusieurs heures qu'il était là. Là où ça devient vraiment glauque, c'est au moment où le plongeur a ouvert la portière du conducteur. L'eau a commencé à s'engouffrer dans la voiture à travers la vitre brisée et la porte, créant un courant, et ce courant a fait tourner lentement la tête du mort, toujours avec ses yeux écarquillés, jusqu'à ce qu'elle se retrouve face au plongeur. Je suis plongeur professionnel, et un jour, j'ai travaillé sur un chantier où je devais nettoyer un réservoir d'eau potable. J'étais déjà intervenu dans d'autres réservoirs auparavant, mais celui-là était de loin le plus grand, 40 mètres par 80. Pour y accéder, il fallait ouvrir une trappe au sol, tout le réservoir était souterrain, et descendre une échelle. La trappe se trouvait dans un coin, donc quand on se retrouvait à l'opposé, c'était l'obscurité totale, et il fallait juste espérer que la lampe ne tombe pas en panne. J'étais à peu près à mi-parcours d'une plongée de 3 heures quand la batterie de ma lampe a commencé à faiblir. J'ai vu le faisceau devenir de plus en plus étroit, de plus en plus faible, jusqu'à ce qu'il s'éteigne complètement. Ce n'est pas dramatique en soi, parce qu'on peut simplement suivre son ombilical pour retrouver la trappe. Mais à peine avais-je commencé à revenir qu'un bruit énorme, des coups sourds, ont résonné dans le réservoir. Un vacarme assourdissant, sorti de nulle part. J'étais le seul plongeur à l'intérieur, donc j'étais à la fois complètement perplexe et terrifié. Inutile de dire que j'ai foncé vers la trappe aussi vite que possible. Au final, on m'a remplacé ma lampe et j'ai passé encore 1 heure dans l'eau, sans jamais réentendre le bruit. Je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. Mais le combo lampe qui lâche plus les coups résonnants dans le noir m'a fichu une de ces trouilles. On peut plonger dans des lacs artificiels et explorer ce qu'il reste des anciennes maisons et communautés englouties. Là-dessous, c'est sombre et vraiment flippant, peu importe le moment, surtout quand on pense à tous les gros poissons qui nagent autour, qu'on ne voit que comme des silhouettes, jusqu'à ce qu'ils soient tout près. Mon pote adore plonger dans les lacs. Pour lui, le truc le plus glauque qu'il ait vu, sans hésiter, c'est de tomber sur des cimetières, à plus de 30 mètres de profondeur, dans le silence oppressant et l'obscurité. Petit ajout 4 jours plus tard, je lui ai demandé ce qu'il pensait des gros poissons. Il m'a dit qu'il y a clairement des bestioles bien plus grosses que ce qu'il imaginait, genre 1,20 m à 1,50 m. Elles sont attirées par la lumière et le bruit, mais restent à distance, ce qui n'est pas forcément rassurant non plus. On les voit juste comme des formes sombres, en 2 dimensions,
qui dérive dans le noir tout près. Pas de monstre marin comme certains racontent, mais quand même, ça fout un drôle de frisson. Un de mes anciens instructeurs m'a raconté une histoire qui m'est restée en tête, à la fois fascinante et terrifiante. Il effectuait une plongée loisir assez profonde dans une zone qu'il connaissait déjà, mais cette fois, il avait décidé d'explorer un peu plus loin qu'à l'habitude, là où peu de gens allaient. C'était une plongée en mer, je crois que c'était quelque part en Méditerranée, peut-être au large de la Grèce ou de l'Italie. Alors qu'il longeait une sorte de crevasse rocheuse, à environ 35 ou 40 mètres de profondeur, il a aperçu quelque chose qui ne collait pas avec l'environnement, une silhouette humaine, immobile, appuyée contre la paroi rocheuse. En s'approchant, il a réalisé que c'était un squelette entièrement équipé de matériel de plongée, toujours dans sa combinaison, les palmes aux pieds, le masque à moitié fendu sur le visage. Ce qui l'a frappé immédiatement, c'est que la bouteille était encore fixée dans le dos, mais le robinet de l'air était fermé. Il a évidemment noté l'emplacement précis, et remonté en surface, et a contacté les autorités locales dès son retour à terre. La police a récupéré les restes pour enquête, pensant au départ à un accident de plongée ou à un plongeur disparu depuis longtemps. Mais l'histoire a pris une tournure sinistre quand l'enquête a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Après avoir identifié le corps grâce à des objets personnels et des données de disparition, ils ont établi qu'il s'agissait d'un homme porté disparu depuis plusieurs années. À l'époque, il avait fait une plongée en duo avec sa femme et n'était jamais remonté. La version officielle donnée par l'épouse était qu'il s'était perdu de vue sous l'eau et qu'il n'était jamais revenu. Mais l'analyse de l'équipement a montré que le robinet de la bouteille avait été coupé manuellement, sous l'eau. Ce n'était pas une panne ou une fuite. C'était un acte volontaire. Avec les éléments réunis, et des contradictions dans le témoignage de la femme, ils ont réussi à la confondre, elle avait attendu qu'il soit concentré, ou peut-être qu'il lui fasse confiance pour vérifier son matériel, et avait coupé l'arrivée d'air à cette profondeur. Elle l'a laissé mourir, sans possibilité de remonter. Tout ça pour dire que les plongées en binôme sont censées être basées sur la confiance, mais que parfois, cette confiance peut être mortelle. Un jour, j'ai fait une plongée à Port Elizabeth, en Afrique du Sud. C'est un endroit assez réputé pour les rencontres avec des requins. C'est le genre de truc qui te fait un peu flipper, mais que tu veux quand même vivre une fois dans ta vie. On commence la plongée, assez loin des côtes, et en dessous de nous, il y a une structure super intéressante, un genre d'épave ou de formation rocheuse, difficile à dire. On décide de s'approcher pour mieux voir. Et là, sans aucune raison apparente, je ressens un frisson glacial, mais vraiment glacial, qui me traverse tout le corps. Pas juste un frisson d'eau froide, non. Un vrai signal d'alerte de mon cerveau. Un froid qui me dit, il y a un problème. Et c'est pile à ce moment-là qu'un requin est apparu, tranquille, majestueux et terrifiant. J'ai littéralement eu la peur de ma vie. Et je ne plaisante pas, j'ai eu tellement peur que j'en ai perdu le contrôle, j'ai vraiment chié dans ma combinaison. Voilà. Moment de gloire. Je n'ai jamais su si c'était de l'instinct ou un coup de chance, mais ce pressentiment, ce froid soudain, c'était comme si mon corps savait avant mes yeux que quelque chose approchait. J'ai travaillé comme plongeur professionnel pendant environ 7 ans au Royaume-Uni, avec aussi quelques missions en Europe. Un jour, je bossais dans les îles Orcades, tout au nord de l'Écosse, sur des fermes aquacoles. Je devais plonger dans l'une des grandes cages au large de Rousay. L'eau était très sombre, la cage complètement envahie d'algues et de détritus, et en descendant, j'ai aperçu des formes bizarres au fond, dans ce qu'on appelle en jargon la chaussette du mort, c'est le fond du filet où s'accumulent les cadavres de poissons. Il y avait plus de poissons morts que d'habitude, peut-être une centaine. Mais en regardant de plus près, j'ai vu que sous les poissons se trouvaient 3 phoques morts. De gros spécimens. C'était difficile à voir, car ils étaient en partie recouverts de poissons, mais l'un d'eux avait un énorme morceau du corps manquant, arraché net. Et c'est à ce moment-là que j'ai levé les yeux, et j'ai vu une déchirure d'environ 1,20 m dans le côté du filet. Un grand trou béant. Putain de merde.
À l'époque, j'étais encore débutant, les fermes piscicoles sont d'ailleurs souvent un bon point de départ pour se lancer dans le métier de plongeur. Ce n'est pas le mieux payé, mais tu accumules beaucoup de minutes de plongée, ce qui est précieux pour l'expérience. J'ai immédiatement signalé tout ça au superviseur, qui m'a dit de remonter immédiatement. Ils ont envoyé un des plongeurs expérimentés après moi, qui a rapidement réparé la déchirure, puis a préparé les phoques pour les sortir de l'eau. Au final, on a su que les phoques avaient été tués par des orques, probablement en panique. Ils avaient réussi à traverser le filet déchiré, blessés ou morts, et s'étaient retrouvés coincés à l'intérieur. Dans les orcades, les orques sont assez fréquentes, et c'est d'ailleurs le seul animal pour lequel on nous disait « si vous en voyez un, sortez de l'eau tout de suite ». Seul un des phoques portait une trace de morsure, les deux autres avaient été pris dans le filet. Pas d'histoire surnaturelle ou de légende ici, mais ce jour-là, quand j'ai vu ce trou béant, les phoques et pensé aux orques, j'ai eu un sacré frisson dans le dos. Je m'en souviendrai toute ma vie. Une fois, lors d'une plongée de nuit, j'ai vécu une des expériences les plus drôles et un peu absurdes de ma vie sous-marine. Je suis sous l'eau, lampe à la main, concentré, l'ambiance est silencieuse, presque surnaturelle avec juste le faisceau de lumière qui découpe l'obscurité. Et soudain, je sens une présence. Je me retourne et là, je tombe nez à nez avec un phoque. Pas effrayé, pas farouche, non, ce gros saucisson des mers était clairement venu pour faire équipe. Il s'est mis à me suivre, pile dans mon faisceau, et j'ai vite compris qu'il comptait utiliser ma lampe comme projecteur personnel pour faire un petit buffet nocturne. À chaque fois que ma lumière illuminait un pauvre poisson, BAM, le phoque fonçait dessus et l'avalait tout rond. Autant dire que les poissons n'avaient zéro chance. Au début, c'était super mignon. Voir cette boule de graisse toute souple faire sa vie à mes côtés, c'était un vrai privilège. Sauf qu'au bout d'un moment, il était constamment dans mes pattes. Genre, tu veux observer un corail? Non. Tu veux avancer? Non plus. Le phoque était partout, toujours collé à moi, en mode « t'as signé, maintenant t'es clair pour moi, humain ». Et là, petit dilemme moral, normalement, tu ne touches jamais les animaux marins, pour leur sécurité et pour la tienne. Mais là, soyons honnêtes, ce n'était plus de l'observation passive, c'était une collaboration forcée. Alors quand il s'est encore mis pile devant ma lampe, bloquant tout, j'ai craqué, une petite poussée délicate sur son gros derrière. Rien de méchant, juste histoire de dire pardon, je bosse ici aussi. Le phoque, il s'en fichait royalement. Il m'a jeté un coup d'œil genre, t'as fini, et est retourné à sa chasse, profitant de chaque rayon de lumière que j'osais diriger ailleurs. Je ne sais pas si on a créé un lien spécial ce soir-là ou si j'ai juste été relégué au rang de lampe de poche vivante, mais c'est une plongée que je n'oublierai jamais. Et franchement, je ne regarderai plus jamais un phoque sans me rappeler de ce pot de colle opportuniste et de son festin nocturne improvisé. Quand j'étais enfant, je passais l'été dans un camp où on allait souvent nager dans un lac. Un jour, alors que je plongeais sous l'eau près du ponton, j'ai juré avoir vu quelqu'un en équipement de plongée, genre vraiment en mode plongeur bouteille, caché sous le ponton, en train de nous observer. J'ai tout de suite nagé vers le rivage et je l'ai dit au maître nageur. Il est allé vérifier, a cherché partout, mais il n'a trouvé absolument personne. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu ce jour-là. Peut-être mon imagination d'enfant, ou peut-être pas. Mais je te jure que cette silhouette en combinaison, tapis sous le ponton, je m'en souviens encore très clairement. Un jour, un de mes professeurs de langue maori au lycée m'a raconté une histoire qui m'a marqué. Pour être honnête, on n'apprenait pas vraiment beaucoup de maori dans ses cours, c'était surtout des récits, des légendes, des anecdotes. Et celle-là m'est restée gravée. Il s'agissait d'un barrage situé dans la région de Waikato, en Nouvelle-Zélande. À un moment donné, des fissures ont commencé à apparaître sur la partie extérieure du barrage, bien visibles dans le béton. Les autorités ont donc organisé une inspection sous-marine,
envoyant des plongeurs vérifier l'état de la structure du côté immergé, à l'intérieur du barrage. En descendant, les plongeurs s'attendaient à voir ce qu'on retrouve souvent dans ces endroits, des débris, des troncs d'arbres échoués, des branches, tout ce que l'eau retient quand elle ne peut plus suivre son cours naturel à cause de la retenue artificielle. Mais ce qu'ils ont pris au départ pour de gros morceaux de bois, n'en était pas. En s'approchant, ils ont réalisé que ces troncs étaient en réalité d'immenses anguilles. Littéralement, de la taille de bûches. Elles avaient atteint ces proportions impressionnantes parce qu'elles avaient été piégées derrière le barrage, incapables de suivre leur cycle de vie naturel. Normalement, ces anguilles migrent vers la mer pour se reproduire puis mourir, mais là, enfermées dans ce lac artificiel, elles n'avaient nulle part où aller. Alors elles grandissaient, encore et encore. Imagine un peu la scène, au fond de l'eau, dans la pénombre, des créatures géantes et serpentines qui dérivent lentement, silencieusement, comme si le temps s'était arrêté pour elles. Pas hostile, non, mais tellement hors norme qu'en tant que plongeur, tu ne peux qu'être saisi d'un frisson. Ce genre de moment où tu te rends compte que la nature, même contrainte par l'homme, trouve toujours des façons étranges et parfois inquiétantes, de s'adapter. Rien de surnaturel là-dedans. Juste, un rappel que les profondeurs recèlent des choses que l'on ne s'attend pas à voir. Et que ce que l'on prend pour un simple morceau de bois peut, parfois, être bien vivant. Ici, sur la côte brésilienne, il y a un poisson qui ressemble à un requin, mais en plus petit, on l'appelle le caçao. Ces saloperies, tu dois les chasser la nuit, parce qu'en pleine eau, ils sont vicieux et rapides. Par contre, dans leurs cavernes, ils sont plus faciles à surprendre. Donc, un ami à moi, appelons-le Régis, part chasser le caçao à environ 1 kilomètre de la côte, près d'un grand récif. Le récif est immense, et pour atteindre la pente où se trouvent les cavernes, il faut plonger vraiment profond. Régis est avec un partenaire, tous deux équipés de bouteilles et armés de fusils harpons, le genre qui se recharge, assez lourd, ce qui ralentit pas mal les mouvements sous l'eau. Et comme c'est la nuit, tout est noir, très noir. Pas question d'utiliser de grosses lampes, ça ferait fuir les poissons. Ils n'ont que des lampes faibles, juste assez pour distinguer ce qu'il faut. Dès la descente, Régis sent que quelque chose cloche, aucun petit poisson autour, pas de tortue, l'eau plus trouble que d'habitude, une ambiance pesante. Son partenaire reste un peu en retrait avec la lampe, pendant que Régis s'approche du récif pour chercher les cavernes à caçao. Mais il ne trouve rien d'intéressant, aucune cible. Le temps passe. Et là, soudain, il sent un courant, un déplacement d'eau, comme si quelque chose de gros venait de passer tout près. Au même moment, la lumière de son partenaire se met à bouger frénétiquement puis s'éteint. Là, Régis passe en mode instinct de survie. Il sait qu'il ne peut pas remonter trop vite, sinon c'est l'accident de décompression. Il décide de rester à niveau, son dos contre la paroi du récif. Il arme son harpon, prêt à tirer sur n'importe quoi. Il attend. Encore et encore. Rien. Pas même la lumière de son pote. 2 options lui traversent l'esprit, soit son partenaire n'a plus de batterie, soit il a vu quelque chose et a éteint la lumière pour ne pas se faire repérer. Régis finit par entamer une remontée très lente. Et alors qu'il monte et bam, ce même courant, ce déplacement d'eau énorme tout près. Il n'hésite pas, il tire. Mais il rate. Il dit qu'il n'a jamais vu quelque chose d'aussi gros sous l'eau, et que ça allait vite. Il n'a pas pu distinguer la forme exacte dans l'obscurité trouble, mais il a vu la chose plonger plus profondément, vers le récif. Il fonce vers la surface, aussi vite que possible sans se mettre en danger, et rejoint le bateau, où son partenaire l'aide à monter. Ce dernier lui explique, il avait agité la lumière pour l'avertir. Il avait vu quelque chose d'anormalement gros, passer près, trop près. Et lui aussi s'était senti observé, incapable de s'approcher. Depuis, ils appellent cette chose le poisson noir. Ils n'ont jamais su ce que c'était, juste qu'elle faisait la taille d'un homme, environ 1,70 m, et qu'elle bougeait dans l'eau avec une puissance incroyable. Régis a perdu son harpon ce jour-là. Et même si les deux continuent à plonger de nuit, c'est clair, jamais.
À une époque, je faisais beaucoup de plongées de nuit pour chasser le homard, au large des côtes de Californie. On commençait généralement vers 21h ou 22h, donc forcément, c'était le noir complet, à part ce qu'on éclairait avec nos lampes. L'ambiance, déjà de base, est assez spéciale, tu n'entends que ta respiration, tout est obscur, silencieux, et ton faisceau de lumière semble minuscule face à l'immensité autour de toi. Et puis, de temps en temps, pendant une plongée, je ressentais quelque chose, un sentiment que je ne saurais vraiment expliquer. Une sensation viscérale, que quelque chose de gros était en train de m'observer. Ou pire, de me suivre. Parfois, j'arrivais à ignorer cette sensation, à la repousser dans un coin de ma tête, et je continuais la plongée, les yeux rivés sur les rochers et les cachettes à homards. Mais d'autres fois, c'était impossible. La sensation devenait trop forte, presque oppressante, et je devais remonter, mettre fin à la plongée après seulement quelques minutes. C'est difficile à décrire, mais je dirais que c'est un peu comme être dans une maison hantée, sauf que là tu es à 15 mètres sous l'eau, dans l'obscurité totale, et que tout ce qui pourrait t'effrayer est invisible, et peut-être vraiment là. C'est un sentiment qui prend aux tripes, irrationnel mais puissant, et qui te rappelle que dans l'océan, surtout la nuit, tu n'es jamais vraiment seul. À l'époque où je vivais près de la côte, des potes et moi faisions régulièrement des sorties pêche autour des plateformes pétrolières. On avait toujours quelques lignes à l'eau, et certains d'entre nous descendaient en plongée pour essayer de harponner du vivano ou du cobia. Une fois, alors que j'étais sous l'eau avec deux autres, on explorait la structure d'une plateforme, mais au bout d'un moment, on s'est dit qu'il n'y avait pas assez de vie marine autour, pas de mouvement, bref, pas la peine d'insister. On remonte tous les trois dans le bateau, un peu frustrés, et pendant qu'un de mes potes commence à remonter une ligne sur laquelle on avait accroché un appât pour du vivano rouge, là, surgit de nulle part, un énorme requin-tigre, facile 2,5 à 3 mètres de long, qui commence à bouffer l'appât juste derrière l'hélice du bateau. Il était tellement proche que j'aurais littéralement pu lui toucher l'œil. Et là, un frisson glacé. L'idée que cette bête gigantesque était là, dans l'eau, juste à côté de nous pendant qu'on plongeait, sans que personne ne l'ait vu, c'était terrifiant. J'en suis presque sûr, il nous observait depuis un moment, planqué dans l'ombre de la structure, silencieux, patient. Rien que d'y penser, j'en ai encore la chair de poule. On n'était pas seul, et on ne l'a su qu'à la toute dernière seconde. Au large de la côte sud de l'Angleterre, il y a une vieille épave de la Seconde Guerre mondiale, un navire de munitions, rempli autrefois d'obus à tête en laiton. Au fil des années, la majorité de ces obus a été récupérée par des plongeurs, si bien qu'il était devenu extrêmement rare d'en trouver encore sur le site, sauf un amas dans un coin du navire. Ce tas de métal brillant, parfaitement intact, était presque miraculeusement propre. Pas une trace de rouille, pas de saleté, et ce, malgré les années passées sous l'eau. Mais tu ne comprenais pourquoi qu'en t'approchant. En nageant près de ce tas d'obus, une ombre surgit de la pénombre. De l'obscurité boueuse du fond, un monstre s'est avancé, la plus énorme anguille que j'ai jamais vue. Sans aucune exagération, sa tête faisait la taille de celle d'un cheval, avec des dents irrégulières et acérées, parfaitement visibles même sous l'eau. Je n'ai jamais pu voir son corps en entier, il s'enfonçait dans l'ombre, serpentinant plus profondément dans l'épave, comme s'il n'avait pas de fin. Autant dire que personne n'osait approcher ces obus. Pas besoin d'un panneau, interdit de toucher, ce gardien s'en chargeait. Plus tard, au bar, on a appris que cette créature était célèbre dans la région. Des plongeurs venaient de partout pour voir l'anguille géante de l'épave. Certains l'appelaient le dragon du navire. Personne ne savait exactement pourquoi elle protégeait ces obus, mais beaucoup disaient que les anguilles, comme les pies, sont attirées par les objets brillants, et que celle-ci s'était approprié ce trésor. Depuis des années, elle glissait sur ces obus, les faisait briller de son passage, les gardait comme un dragon garde son or. Une légende vivante, tapie dans les entrailles d'un navire oublié, gardienne silencieuse d'un trésor englouti. J'enseignais des cours de canoë à des troupes de scouts sur un petit lac de quartier, vraiment pas grand,
et pas très profond non plus. Mais le fond, c'était une vraie jungle. Une épaisseur folle de végétation, presque comme un tapis vivant sous l'eau. L'eau elle-même était sombre, tellement trouble que tu ne pouvais pas voir tes mains à plus de 10 ou 15 cm sous la surface. Sur le terrain, il y avait un petit clubhouse, un pavillon ouvert et une aire de jeu. L'endroit avait l'air tranquille, typique des coins où les gamins passent l'été à pagayer et faire des bondes dans l'eau. Un jour, pendant un test de natation où je faisais le maître nageur, mes lunettes de soleil sont tombées de ma tête et ont coulé direct. Je me dis, pas grave, je vais plonger pour les récupérer. Et là, je te jure que je n'invente rien, en fouillant le fond, je tombe directement sur une civière d'hôpital. Entièrement rouillée, enchevêtrée dans les plantes aquatiques, bien coincée là depuis des années. Il a fallu qu'on s'y mette à plusieurs pour la dégager, tellement c'était emmêlé. Et encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de comment ce truc a pu finir au fond de ce lac minuscule, planqué sous la vase et les algues. Clairement, elle était là depuis longtemps. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'a le plus choqué, retrouver cette civière au fond, ou le fait que personne n'ait jamais rien vu, jamais rien su. Depuis ce jour, chaque fois que je repensais à ce lac si tranquille, j'avais une toute autre image en tête. Ce n'est pas une histoire particulièrement terrifiante aujourd'hui, mais sur le moment, c'était franchement intense. J'étais sur un bateau de croisière de plongée en Égypte, et on faisait une plongée de nuit en groupe. Classique, chacun avait un binôme assigné, pour gérer les imprévus ou au cas où quelqu'un s'éloignerait trop. Plongée simple, on partait directement depuis le bateau et on descendait droit sur le spot. Sauf que, dès qu'on commence à descendre, je vois que ma binôme galère à plonger. On remonte ensemble à la surface, et là, elle s'aperçoit qu'elle a perdu une partie de ses plombs au moment de sauter à l'eau. Elle les avait pourtant fixés à son gilet stabilisateur, mais c'était un vieux modèle de location, la fermeture éclair a lâché ou quelque chose du genre. Problème, le guide de plongée ne s'est pas rendu compte qu'on était remonté, alors il a continué la descente avec le reste du groupe. On était maintenant seuls, à la surface. Ma binôme, bien plus expérimentée que moi, me dit de rester sur place pour garder une idée de la position du groupe, pendant qu'elle retourne au bateau chercher des plombs. On n'était pas loin du bateau, donc je n'étais techniquement pas seul, mais quand même, me voilà à flotter en pleine mer, de nuit, entouré de noir, seul, en attendant. Et là, tout à coup, je suis entouré de centaines de poissons. Ça bouge partout, ça brille, ça fuse dans tous les sens. Visiblement, quelque chose les chasse et ils foncent dans tous les sens pour échapper aux prédateurs. Et moi, au milieu de ce chaos, sans voir ce qu'il se passe, juste devinant qu'il y a probablement quelque chose de plus gros là-dessous, ambiance très moyenne, franchement. Finalement, ma binôme revient, on descend ensemble, on retrouve rapidement le groupe, tout roule, rien de cassé. La plongée se passe bien, aucun souci. Mais en remontant sur le bateau, qu'est-ce qu'on voit? Un énorme banc de poissons en surface, en train de se faire chasser par 2 requins. Voilà. C'était eux. J'étais littéralement au milieu de leur dîner quelques minutes avant. Pas d'accident, rien de dramatique, mais j'avoue que ce moment de solitude flottant, dans le noir total, avec toute cette agitation autour de moi, ouais, j'étais pas serein. J'ai plus de 150 plongées à mon actif, et honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai vu quoi que ce soit de vraiment flippant. Mais j'ai quand même une sacrée histoire à raconter. Je plongeais dans le Blue Hole au Belize, un site incroyable, et on était à la profondeur maximale, 36 mètres. À ce niveau-là, l'ambiance devient vraiment étrange. La lumière baisse fortement, tout devient sombre, presque oppressant, et tu ressens que tu es profondément en bas. Genre, là, tu ne veux surtout pas avoir le moindre souci. Dans le Blue Hole, il y a quelques requins citrons qui tournent autour. Ils sont curieux, aiment bien observer les plongeurs, mais ils sont inoffensifs. Cela dit, ils ont une sacrée tête menaçante, et certains peuvent facilement faire 2,5 mètres. Pas le genre de truc que tu veux voir foncer droit sur toi. À 36 mètres, justement,
l'un de ces requins décide de venir nous inspecter, moi et ma femme de l'époque, oui, mon ex maintenant, mais ça n'a rien à voir avec le requin, je te rassure. Elle nageait un peu devant moi, quand elle le voit qui vient droit sur nous. Et là, sans prévenir, elle file directement derrière moi et me pousse littéralement vers le requin. Je n'ai rien compris sur le coup. Une seconde je regarde le requin, la suivante je me retrouve propulsé en avant. Il m'a fallu une minute pour percuter ce qui venait de se passer, mais au fond, j'ai surtout eu de la peine pour elle. Elle a eu une peur panique pendant quelques secondes. J'ai bien rigolé plus tard, en lui disant qu'au moins maintenant je savais quelle était ma place dans sa hiérarchie de survie. Elle est pourtant une bonne plongeuse, expérimentée, mais voir ce monstre de 2,5 mètres arriver droit sur elle, gueule ouverte, ça a court-circuité son cerveau. Réflexe de survie, pas le temps de réfléchir, elle m'a sacrifié. Je ne lui en ai pas voulu. Franchement, c'était drôle après coup. Le requin, lui, à environ 2 mètres de moi, il se contente de tourner calmement, il glisse à côté, complètement zen, et va inspecter d'autres plongeurs plus loin. Nous, on commence notre remontée, et je ne l'ai plus revu. Une rencontre épique, pleine de tension et d'humour involontaire. Un moment que je n'oublierai jamais. Ce n'est pas mon histoire, mais celle de mon père. À l'époque où il était en master, il suivait des cours de terrain, dont certains impliquaient de plonger dans la baie de Monterey, en Californie. Un jour, il faisait une plongée près de la jetée de Santa Cruz, pour compter quelque chose, des organismes marins, je crois. Sous l'eau, il tombe sur un chariot de supermarché bizarrement placé là, lesté de briques et de parpaings, avec une chaîne attachée à la poignée. Intrigué, et un peu inquiet, il suit la chaîne du regard, et là, il trouve un pied nu, enchevêtré dans la chaîne. Le reste du corps avait probablement été dévoré par la faune locale. Il a bien sûr alerté les autorités après la plongée, mais ce qui est dingue, c'est que ses potes qui plongeaient dans la même zone avaient vu des trucs similaires. Des restes. Des indices qui laissaient penser que parfois, ce qu'il y a sous la surface est plus sombre que ce qu'on imagine. L'autre histoire vient d'un ami de mon père. Lui aussi plongeait dans le coin, et un jour, alors qu'il était sur une plateforme rocheuse à compter des moules, il sent un coup contre sa bouteille d'oxygène. Il se retourne, regarde autour, rien. Il se dit que c'est sûrement un phoque curieux, ils adorent jouer et venir titiller les plongeurs. Mais voilà que ça recommence, un autre coup, plus fort. Il se retourne, et là, il voit un grand requin blanc. Tranquille, massif, juste derrière lui. Il raconte qu'à ce moment-là, il s'est dit, bon, si ce truc décide de m'avoir, je peux rien faire. Je peux pas lui échapper. Alors, est-ce qu'il était vraiment aussi zen qu'il le dit? J'en doute un peu. Perso, je serais en train de me liquéfier dans ma combinaison. Mais lui, c'est comme ça qu'il raconte l'histoire, face à la bête, il a juste accepté la situation. Et, visiblement, le requin a décidé de le laisser tranquille ce jour-là. Au Sand Hollow réservoir dans le comté de Washington, en Utah, il y a un vieux bus scolaire et un avion de vol-école à la retraite, tous deux immergés au fond du lac pour que les plongeurs puissent les explorer. Il y a même un géocache dans le bus, alors mon frère, un ancien rangé de l'armée, et moi, mécanicien civil sans aucune expérience de plongée à part quelques tentatives de tenir ma respiration plus longtemps que mon fils dans la piscine à la maison, avons décidé d'aller chercher ce cache un jour d'été ensoleillé. Après environ 15 minutes de plongée, nous avons trouvé le bus. Il était rouillé, en décomposition, couvert d'algues. Nous sommes entrés par l'arrière et avons commencé à chercher le géocache. On l'a trouvé, on l'a signé et on a échangé l'objet à l'intérieur. Ce qu'on a pris était un morceau de papier enveloppé dans plusieurs sacs Ziploc, le zip découpé puis brûlé pour sceller le tout de manière indéfinie. Sur le papier, il y avait une seule instruction, l'objet trop grand pour le contenant, vérifier le siège du conducteur. Intrigué, on s'est dirigé vers l'avant. Là, je vous jure que je souhaite que tout cela soit inventé. J'étais le premier à atteindre le siège du conducteur. Je me dirige vers l'avant et qu'est-ce que je trouve?
Un corps, enveloppé dans des sacs poubelles et attaché avec une chaîne de 45 livres autour des chevilles. J'ai poussé un cri perçant, comme un enfant de 5 ans à qui on vient de dire qu'il ne pourrait pas avoir de biscuits avant de se coucher. Mon frère, sans réagir, a pris le corps, a montré du doigt la chaîne et on a commencé à remonter vers la surface. Une fois à la surface, on a hissé notre drapeau de sécurité et avons attendu notre bateau. Lorsqu'il est arrivé, on a appelé les Rangers via la radio et on les a rencontrés au quai, où une flotte de Rangers et de policiers du comté était déjà là. Ils ont coupé les sacs pendant qu'ils prenaient notre déclaration. Quand ils ont ouvert les sacs, ils ont découvert que quelqu'un avait laissé environ 130 livres de sucre dans des sacs Ziploc, formant la silhouette d'un corps. Le choc, bien sûr, mais aussi ce moment étrange où tu réalises que tu viens de vivre quelque chose de complètement fou. La réalité et l'absurde s'entremêlent, et tu te dis qu'une histoire comme celle-là, tu ne la raconterais jamais si tu ne l'avais pas vécue toi-même. Je suis plongeur de sauvetage et de récupération. À chaque fois que je dois récupérer une victime de noyade, j'ai des frissons. Ce n'est jamais anodin. Malheureusement, beaucoup de gens croient que tous les environnements sous-marins sont comme dans les films, avec une visibilité parfaite, limpide, c'est rarement le cas. La réalité est bien plus sombre. Un soir, on m'a appelé pour une jeune fille qui avait sauté d'un pont. D'après ce qu'on savait, elle avait probablement survécu à la chute, à l'impact avec l'eau. Ce qui lui est arrivé ensuite, on a un terme morbide pour le décrire dans notre milieu, elle s'est fait pluguer. Quand je l'ai retrouvée, j'ai été surpris de la clarté de l'eau, c'était relativement peu profond, et pourtant on voyait bien. Elle était enfoncée dans la vase jusqu'aux genoux, bloquée, figée. Et ce qui m'a marqué, ce que je n'oublierai jamais, c'est l'expression de son visage. La peur était encore là, gravée dans ses yeux, dans chaque trait de son visage. Il n'y avait rien de paisible dans cette scène. Rien. Le suicide en sautant d'un pont n'a rien d'une fin douce. C'est brutal, désespéré, et l'eau, loin d'être un refuge, devient un piège. C'est une image que je porte encore, comme tant d'autres. Et à chaque fois que je vais chercher quelqu'un, je sais que ce que je vais voir ne ressemblera jamais à ce qu'on montre dans les films. C'est la vraie vie, crue, froide, et parfois, elle ne te lâche plus. Je ne plonge pas souvent, mais un jour, je suis allé à un lac avec quelques amis, et on s'est tous répartis dans différentes zones pour essayer de retrouver des objets perdus, genre lunettes, portefeuilles, ce genre de choses. En fouillant le fond, je tombe sur une vieille caisse de munitions. Je la ramène à la surface, et pendant que je sors de l'eau, je jette un coup d'œil vers le ponton où se trouvent mes potes. Là, je vois l'un d'eux qui tient ce qui semble être un petit sac en tissu. Sur le moment, je ne trouve pas ça particulièrement intéressant, donc je ne m'approche pas. Je retourne directement plonger, pensant que c'est juste un vieux sac à dos ou un truc du genre. Sauf que, en remontant un peu plus tard, je découvre ce que c'était vraiment, un sac rempli de petites urnes funéraires. Tout avec le même nom inscrit dessus. Autant dire que ça nous a mis une sacrée claque. On a tous été pris d'un sentiment super étrange, limite sacrilège. Alors, on n'a pas cherché à comprendre, on a remis les urnes exactement là où elles étaient, dans l'eau, et on est parti presque aussitôt, sans un mot de plus. On s'est dit que, quoi qu'il se soit passé, quelqu'un voulait que ces urnes soient là. Et franchement, on n'avait aucune envie de perturber ça davantage. Un jour, mon pote voulait prendre une photo de moi entouré d'un banc de poissons. Du coup, je commence à jeter des petits morceaux de saucisse dans l'eau pour les attirer, de la bonne vieille saucisse type hot dog. Et là, direct, je me retrouve envahi par des perches. Il y en avait tellement autour de moi que je ne voyais même plus l'extérieur, juste un mur vivant de poissons. Et puis, bam, sorti de nulle part, un black bass énorme surgit pour choper un bout de saucisse, à genre 15 cm de mon visage. Sauf que mon masque de plongée m'a empêché de le voir venir. Résultat, il m'a littéralement fait sauter le cœur. Grosse frayeur, même si c'était juste un poisson affamé. Mon pote a trouvé ça hilarant, moi,
un peu moins sur le moment. Deuxième expérience, un peu plus flippante, plongée de nuit, eau trouble, pleine de limon. La visibilité? Moins d'1 mètre. C'est mon seuil de référence, si je ne vois pas ma main bras tendue, c'est moins de 3 pieds. On était vers une vieille structure inondée, peut-être un ancien réservoir, à environ 10 à 11 mètres de profondeur. À un moment, je vois quelque chose refléter la lumière de ma lampe. Et soudain, je suis recouvert de quelque chose. Plus de lumière, plus de visibilité, rien. Ma lampe ne renvoie plus aucun reflet, je suis plongé dans le noir total. Je sens que c'est posé sur mon visage, que ça me touche la tête. Je panique un peu, j'essaie de m'en débarrasser, je tire, je pousse, mais je ne suis pas coincé, juste enveloppé. Après plusieurs tentatives, je réussis enfin à m'en dégager, je retrouve la lumière, la visibilité. Ce que c'était? Un énorme sac plastique. Oui. Un sac poubelle flottant, perdu sous l'eau, qui m'a entièrement recouvert. Et franchement, dans le noir, dans cette eau trouble, j'ai cru que j'étais coincé dans un filet ou pire. Alors, s'il vous plaît, ne balancez pas vos déchets dans l'eau. Parce qu'en plus d'être un désastre pour l'environnement, ça peut aussi vraiment foutre la trouille. Je vis dans le Vermont, où la plongée n'est pas vraiment palpitante, eau froide et trouble, pas beaucoup de poissons, même s'il y a quelques épaves intéressantes. Cela dit, il faut bien se remettre en forme de temps en temps, surtout avant un voyage de plongée, histoire de ne pas passer tout ton temps à ajuster tes poids et ton équipement alors que tu pourrais être en train d'explorer un récif tropical incroyable. Il y a quelques années, j'ai fait une plongée préparatoire avant un voyage, sur une épave appelée The O.J. Walker. Pour planter le décor, on était à environ 18 mètres de profondeur, et je ne voyais pas à plus de 2 mètres devant moi, la visibilité était vraiment pourrie. L'eau était à environ 9 degrés Celsius, donc déjà assez flippante et inconfortable. Mon binôme et moi longions le bord de l'épave, et en arrivant à la fin, on est arrivé à un coin à 90 degrés. Quand j'ai tourné ce coin, je regardais derrière moi pour m'assurer que mon binôme allait bien, sans vraiment prêter attention à où j'allais, ce qui, comme tu l'imagines, n'était pas une super idée. Il m'a fait le signe de « OK », puis a commencé à pointer devant lui de façon assez insistante. Je me suis retourné juste à temps pour sentir quelque chose me frapper au visage, me faisant perdre mes lunettes de plongée et me laissant soudainement dans l'obscurité totale. Il y a eu une énorme bourrasque d'eau et je pouvais sentir le limon fouetter mon visage exposé. C'était clairement un putain de bordel, et la visibilité était tombée à zéro. Pour ceux qui ne plongent pas, ça peut paraître flippant, mais ce n'est pas vraiment une situation terrible si tu peux garder ton calme, même si ça a l'air d'un cauchemar. Heureusement, mon binôme est un as de la plongée, et il a attrapé ma palme, donc on a pu rester ensemble et faire une remontée en toute sécurité, si on nommait l'adrénaline qui battait à toute allure. Quand on est remonté à la surface, c'est là que j'ai appris ce qui s'était passé. En tournant le coin, je suis rentré directement dans un esturgeon du lac d'au moins 2 mètres de long, ce qui a effrayé l'esturgeon, qui m'a donné un sacré coup de queue dans le visage, me retirant mes lunettes. En tant que passionné de pêche, je me sens honoré d'avoir eu un tel contact rapproché avec un poisson aussi rare et impressionnant, mais franchement, j'aurais bien aimé que ça se passe dans des conditions un peu plus contrôlées, et que j'ai pu réellement le voir. Mon père est plongeur, et un jour, il est tombé sur le corps d'un homme qui avait été porté disparu depuis un bon moment. Le gars était en train de pêcher au harpon, désolé si je n'utilise pas le bon terme, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, et son harpon s'était planté dans le crâne d'un énorme bar, ou loup de mer, selon la région. D'après ce qu'on pense, il est probablement mort parce qu'il n'a pas bien géré son souffle, il a sous-estimé combien de temps il pouvait rester en apnée. Et le poisson, lui, n'est pas mort sur le coup. Il s'est débattu. Et comme le harpon était attaché à la ceinture du pêcheur, il n'a pas pu se libérer à temps, et il s'est noyé, entraîné par le combat. Bref, mon père a découvert son corps à moitié décomposé, gonflé comme un ballon de chair, flottant dans l'eau. Une vraie vision d'horreur. Plongé de nuit au large d'un quai de pêche à Hawaï.
L'eau est pleine de restes de poissons, des entrailles qui flottent un peu partout sur le fond, ambiance pas très rassurante. Et là, un requin pointe blanche de bonne taille débarque, filant dans et hors du faisceau de nos lampes. C'était mon premier requin, c'était vraiment cool. Enfin, au début. Je le regarde, fasciné, jusqu'à ce que je remarque qu'il devient de plus en plus nerveux. Il s'approche, tourne autour de nous, puis il nous sépare, moi et mon binôme. Et là, il change d'attitude, il se cambre, baisse ses nageoires pectorales et fonce droit sur moi, vers ma lampe. J'ai pas réfléchi. J'ai juste levé le poing et je l'ai frappé en pleine gueule. Un bon coup de poing dans la tronche, à peine 60 cm de mon ventre. Je te cache pas que j'étais en panique totale. J'ai continué la plongée, on ne l'a plus revue, mais alors là, je n'ai pas profité du reste. Mon rythme respiratoire ? Complètement en vrille. J'ai vidé ma bouteille à la vitesse grand V. Depuis, je peux dire que j'ai boxé un requin. Mais franchement, j'aurais préféré m'en passer. J'étais moniteur de plongée technique, gaz mixte, environnement confiné, bref, tout le package. À l'époque, j'étais jeune et, un peu, inconscient, prêt à tout pour repousser les limites, ou carrément pour me tuer, si je suis honnête. Je me souviens d'une plongée dans un système de sources en Floride, un coin avec des lamantins. Ces bêtes-là, en général, elles flottent tranquillou en surface, genre gros saucissons aquatiques. Rien de méchant. Et là, je plonge, tout va bien, jusqu'à ce que je percute quelque chose au fond. Au début, je pense à un rocher ou un lamantin en balade. Je regarde vers le bas, et je vois une énorme queue de crocodile qui se balance et disparaît dans l'eau trouble. Une queue d'alligator. J'ai fait des plongées avec des requins aux Bahamas, croisé des requins bulldogs, des tigres, toute la clique, mais ça, ce moment-là, m'a glacé. Vraiment. Rien ne fout la trouille comme réaliser que tu viens de bousculer un alligator de plusieurs mètres dans de l'eau où tu ne vois pas à 3 mètres. Là, j'ai eu un petit dialogue intérieur du genre « Ok, c'est maintenant que je deviens un snack ». Autre moment sympa, je guidais un groupe au large de Panama City Beach, sur le spot des Twin Tug, 2 épaves jumelles. Et là, je remarque qu'un requin bulldog nous suit. Pendant toute la plongée. Moi, je le vois, je reste calme, je le garde à l'œil. Le groupe ? Rien. Personne ne remarque rien. On remonte, ils enlèvent leur masque, tout souriants, et là je leur raconte. La tête qu'ils ont faite en réalisant qu'un bulldog nous avait accompagnés pendant 40 minutes. J'ai pleuré de rire. La mer, c'est ça, parfois, t'es le roi du monde. Et parfois, t'es juste un intrus dans le territoire de quelque chose de plus gros que toi. Récemment, ma sœur et moi nagions dans un réservoir près de chez nous. Parfois, le niveau de l'eau dépasse largement la limite habituelle, si bien que des arbres se retrouvent partiellement submergés, parfaits pour grimper et sauter à l'eau. Donc on escalade un de ces arbres pour faire des plongeons, quand on remarque quelque chose de bizarre, des bulles énormes, qui remontent à la surface. Et elles tournent en rond autour de nous. Au début, on ne s'est pas inquiété. On a juste trouvé ça un peu curieux, peut-être du gaz ou je ne sais quoi. Sauf que les bulles ont commencé à s'éloigner, à faire des cercles beaucoup plus larges qu'avant. Là, on s'est un peu tendu, parce que l'eau était tellement trouble qu'on ne voyait même pas à 30 cm sous la surface. L'idée qu'il y ait quelque chose en dessous qu'on ne pouvait pas voir, ouais, ça rendait l'ambiance un peu spéciale. Bref, on a continué à nager, on a fini par oublier ces bulles. Et là, 10 minutes plus tard, alors qu'on était plus loin du rivage, 2 plongeurs refont surface, juste là, comme si de rien n'était. Pas effrayant à proprement parler, mais franchement, c'était un peu glauque de se dire qu'ils étaient là, sous l'eau, autour de nous tout ce temps, sans qu'on le sache. C'est juste cette idée de ne pas savoir qui ou quoi est là, juste en dessous, c'est une sensation étrange que je n'oublierai pas de sitôt. Cela s'est passé à ma mère,
qui faisait beaucoup de plongées avant ma naissance. Un jour, elle plongeait au large de la côte du Mexique, de nuit, car l'animal qu'il voulait voir ne sortait que la nuit. Cela signifiait qu'il ne pouvait voir à pas plus de 60 cm devant eux. La seule chose visible était le faisceau de lumière de sa lampe et de celle de son binôme. Bref, après avoir plongé un moment, elle tourne brusquement à 90 degrés pour essayer de retrouver son partenaire. Et là, en faisant ce mouvement, elle éclaire un grand requin blanc qui nageait directement vers elle. Le requin n'était qu'à environ 2 mètres d'elle, et elle n'a pas eu le temps de réagir. Elle était paralysée de peur. Heureusement, son binôme, en voyant la situation, a rapidement pointé sa lampe sur le requin, puis a commencé à faire des mouvements en spirale avec la lumière. Le requin, attiré par le faisceau, a suivi la lumière et s'est finalement éloigné d'eux. Ma mère me racontait souvent cette histoire, comment elle était terrifiée et comment son cœur battait la chamade. Mais elle me disait aussi que c'était grâce à la réactivité de son partenaire qu'elle s'en était sortie indemne. Elle me disait toujours à quel point ce moment avait été terrifiant, et comment un simple faisceau de lumière avait fait toute la différence. Le lac près de chez moi est artificiel. Mais au lieu d'inonder une plaine ou de raser la forêt avant de le remplir, ils ont simplement submergé une zone entière de bois dense qui entourait la rivière, arbres, constructions, tout ce qui s'y trouvait. Résultat, un paysage subaquatique chaotique, dangereux, imprévisible. Cette combinaison de terrain instable, de troncs immergés et de courants traîtres a provoqué des centaines de noyades au fil des années. Des morts brutales, souvent causées par des fosses soudaines, des descentes abruptes ou des personnes piégées sous l'eau. C'est devenu tellement dangereux que même les plongeurs du corps des ingénieurs de l'armée refusent d'y descendre. Ils ont officiellement classé le lac comme trop risqué pour la plongée, ce qui veut dire que la plupart des corps des victimes n'ont jamais été récupérés. Ils sont toujours là, quelque part. Et puis il y a les rumeurs. Les histoires que tout le monde connaît, mais que personne ne peut vraiment vérifier. On raconte qu'au milieu des arbres immergés, il y aurait des maisons, des bâtiments, des traces d'une ancienne vie, oubliée depuis longtemps, avalée par l'eau. Des vestiges fantômes d'un passé englouti. Personne ne sait ce qui se cache vraiment là-dessous. Mais ce qui est sûr, c'est que ce lac n'est pas comme les autres. Quand tu regardes sa surface tranquille, difficile d'imaginer tout ce qu'il renferme, et pourtant, quelque chose y attend, sous les flots, depuis bien longtemps. Ce n'est pas vraiment flippant, mais j'ai travaillé comme pêcheur commercial de thon au Mexique, méthode de la pêche au filet maillant. Une chose que je n'oublierai jamais, c'est le massif requin-marteau avec lequel j'ai nagé. On devait aller dans l'eau pour retirer un dauphin du filet. Oui, je sais, c'était complètement cruel, et en nageant, je vois d'abord la tête. Je me dis, putain, c'est un requin-marteau. Et puis il se met à nager sur le côté. Si je devais lui donner une taille, je dirais qu'il faisait au moins 5 mètres. Un vrai monstre. J'étais vraiment flippé, parce que je n'avais jamais été dans l'eau avec un requin de cette taille. Et d'après ce que je savais, les requins-marteaux sont territoriaux quand ils chassent. Donc, je préviens les autres gars, et pendant que je parle, ce salaud disparaît. Mais ce n'est pas tout, en plus de ce monstre qui nage sous moi, je dois aussi faire attention aux centaines de dauphins et aux bancs de poissons. Bref, quand les thons commencent à remonter à la surface, le requin-marteau fait de même, remontant lentement. Il se rapproche. Dès qu'il est à 6 mètres de moi, je saute hors du filet, directement dans l'océan. Ironiquement, je me suis dit que le milieu de l'océan était plus sûr que rester dans le filet, un truc que j'ai jamais vraiment compris. Je n'ai même pas pris le temps de vérifier où il était. Je rebrousse chemin, je replonge dans le filet, et là, il est juste sous moi, à moins de 2 mètres, en train de mordre dans le ventre d'un thon. À ce moment-là, je voulais juste que ce requin dégage du putain de filet. 3 thons plus tard, la bête majestueuse finit par quitter le filet, et là, je me suis juré de ne plus jamais vouloir voir des dinosaures géants sous l'eau. Je plonge moi-même, mais cette histoire vient en fait de mon grand-père, qui est maître plongeur.
Lui et ma grand-mère étaient en vacances à Cancun et, étant tous les deux des plongeurs expérimentés, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Le responsable du groupe de plongée a vite remarqué leurs compétences et leur a demandé d'aider certains des nouveaux plongeurs à ajuster leur poids de ceinture ou à décompresser leurs oreilles correctement. Mon grand-père a alors pris en charge une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui venait d'obtenir sa certification de plongée. Leur plan était de plonger près d'un tombant. Si vous ne savez pas ce qu'est un tombant, c'est lorsque vous plongez sur un récif de 12 mètres, et que soudain, ça plonge dans un mur de fond inconnu qui peut descendre très profondément. C'est impressionnant, mais dangereux. Ils ont nagé au-dessus du récif, et au dernier moment de cette plongée, ils se sont dirigés vers le tombant pour explorer les parois. Et là, la jeune fille que mon grand-père assistait, qui avait pourtant une certification limitée à 18 mètres de profondeur, a soudainement commencé à descendre de manière incontrôlable le long du mur. Elle a commencé à plonger de plus en plus vite, 15 mètres, 20, 25, 30. Et chaque fois qu'elle descendait plus profondément, mon grand-père et le guide ont essayé de l'arrêter, de la rattraper. Ils l'ont suivie jusqu'à 36 mètres, la profondeur maximale qu'ils pouvaient atteindre en toute sécurité avec leur air restant. Mais la jeune plongeuse ne s'est pas arrêtée. Elle est allée encore plus bas, 40, 50, 60 mètres, jusqu'à ce qu'ils ne la voient plus du tout. Elle n'est jamais remontée à la surface, et personne n'a jamais su pourquoi elle avait plongé aussi profondément sans raison apparente. Cet incident a secoué tout le groupe de plongée, surtout mon grand-père, qui s'est senti complètement responsable. Il se disait qu'il n'avait pas su l'arrêter à temps, qu'il n'avait pas réagi comme il aurait dû. Ce genre d'événement le hanterait toujours, et il en parlait rarement, mais je sais que ça l'a marqué à vie. Mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père ont dirigé une entreprise de plongée ensemble dans une petite ville. Cela remonte à longtemps, probablement au milieu des années 60. Un jour, ma grand-mère et ses amis, dont son petit ami, ont décidé de se rendre à la plage. Tous les garçons ont décidé de se jeter à l'eau et de nager près d'un endroit bien connu, où le courant est si puissant qu'il peut entraîner un bateau sous l'eau. Les garçons se sont approchés de cette zone, et le courant les a pris, les entraînant sous l'eau et les tuant immédiatement. Je tiens à préciser qu'ils avaient respectivement 14, 15 et 16 ans. Les gardes-côtes ont été alertés, et le père de ma grand-mère ainsi que son propre père ont été appelés pour récupérer les corps, une fois que le courant les avait déplacés vers un endroit plus sûr pour la plongée. Les plongeurs sont allés sous l'eau et ont retrouvé les 3 corps, et la description qui m'a été donnée me hante encore, même 4 ans plus tard. Le plus jeune des garçons avait le bras déchiqueté par le courant, dans un état tel qu'il semblait avoir été simplement cassé. Le garçon de 15 ans flottait, les yeux grands ouverts, le torse gonflé, comme s'il était resté là trop longtemps. Mais le garçon de 16 ans avait le crâne enfoncé, manifestement écrasé contre quelque chose de dur lorsqu'il a été projeté par la violence des courants. Cet événement, aussi tragique soit-il, m'a profondément marqué. Le souvenir de cette plongée, des corps retrouvés dans cet endroit si puissant et impitoyable, reste gravé dans ma mémoire, comme un rappel du danger sournois des courants sous-marins et de la fragilité de la vie. Mon ami venait d'une unité de plongée militaire. Les eaux autour de chez moi sont vraiment sales, de la boue dans l'eau, tu ne vois rien. C'est vraiment un enfer pour la visibilité. Alors un jour, 2 d'entre eux faisaient une plongée de familiarisation de nuit. Tu peux imaginer à quel point c'était sombre. Leur tâche était simple, suivre une corde de guidage entre 2 bateaux. Pas bien compliqué, en théorie. Le gars devant, mon ami, avait les mains sur la corde, et l'autre gars derrière le tenait par la taille, comme prévu. Soudainement, le courant est devenu complètement fou, dément. Et mon ami a perdu la corde. Il a été frappé sous l'eau, complètement désorienté, sans repère. C'est alors qu'une autre main a attrapé la sienne et l'a guidé pour remettre sa main sur la corde. Quand ils sont remontés à la surface, mon ami a remercié le gars derrière lui d'avoir retrouvé la corde. Mais l'autre plongeur lui a répondu qu'il avait aussi perdu la corde et qu'il s'était simplement accroché à lui pour ne pas dériver.
Ils ont raconté l'histoire à leur sergent-major, qui a simplement haussé les épaules et a rejeté l'incident. Mais mon ami, lui, n'a jamais oublié cette étrange expérience. Une main qui apparaît de nulle part pour t'aider, mais dont on ne sait toujours pas d'où elle vient, c'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait veillé sur eux ce jour-là. Il y a quelque temps, j'ai eu la chance de plonger dans les côtes du Portugal avec un ami, un plongeur chevronné, qui avait accumulé des années d'expérience dans les profondeurs marines. Au début, je n'étais qu'un novice, apprenant les bases de la plongée. Chaque plongée était une nouvelle aventure, chaque plongée un peu plus profonde, un peu plus belle. Mais un soir, alors qu'on venait de finir une longue session d'entraînement, il m'a proposé quelque chose de différent, quelque chose d'un peu plus audacieux. « Et si on plongeait ce soir, dans la nuit ?» m'a-t-il demandé. J'ai hésité un instant. La plongée de nuit, c'est un autre monde, un monde dont je ne connaissais pas encore les codes. La mer la nuit, c'est une immense étendue d'obscurité, un vide qui semble engloutir tout ce qui s'y trouve. Mais après une courte réflexion, j'ai répondu oui, une décision prise sur un coup de tête, un défi lancé à mes propres peurs. Nous avons donc préparé nos équipements dans l'ombre du soir, lorsque la mer semblait encore plus vaste, plus mystérieuse. L'air était calme, l'eau parfaitement lisse, presque comme un miroir. Dès que nous avons plongé sous la surface, le monde a changé. Les rayons de nos lampes de plongée ont transformé l'obscurité en une sorte de théâtre sous-marin. Les poissons semblaient presque fascinés par nos lumières, comme si leur monde tranquille avait été perturbé par la présence de ces éclats lumineux, des flashs d'intrus. Mais c'était beau. Il n'y avait pas de bruit, à peine une vibration dans l'eau. Nous étions là, suspendus entre deux mondes, et chaque poisson, chaque mouvement semblait être chorégraphié, calculé. C'était une sensation envoûtante, presque hypnotique. Mais au bout d'un moment, ce qui avait commencé comme une expérience sereine et agréable a pris une tournure étrange. Un détail m'a fait frissonner, des lumières qui se déplaçaient au fond de l'eau. Au départ, je pensais que ce n'étaient que des poissons bioluminescents, ces créatures marines capables de produire de la lumière. Pourtant, quelque chose dans la façon dont ces lumières se déplaçaient semblait anormal. Elles n'étaient pas aléatoires, elles suivaient un mouvement fluide, presque organisé, comme si elles étaient guidées par une force extérieure. Je n'arrivais pas à en détacher mon regard, et j'ai vu que mon ami semblait lui aussi perturbé, bien que rien ne les laissait transparaître. Et puis, tout à coup, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Un énorme objet métallique est apparu dans l'obscurité, lentement d'abord, puis avec une rapidité qui m'a glacé le sang. C'était quelque chose de grand, de massif, mais difficile à identifier précisément dans l'eau noire. La lumière de nos torchers n'en illuminait que les contours flous. L'objet semblait se déplacer vers la surface à une vitesse vertigineuse, puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il a disparu dans l'obscurité du ciel nocturne, comme s'il montait vers l'infini, une silhouette imposante s'élevant dans le ciel au-dessus de nous. Le temps s'est figé. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, et un frisson glacé m'a parcouru le corps. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je venais de voir. J'étais paralysé par la peur. Mon esprit était en train de faire des allers-retours entre la logique et l'irrationnel, entre ce que je connaissais du monde sous-marin et ce que je venais de vivre. L'idée qu'un objet aussi étrange puisse exister, aussi proche de nous, m'a chamboulé. C'était le moment le plus terrifiant de ma vie. Chaque fibre de mon être me criait de remonter, de fuir, mais je suis resté là, immobile, les yeux rivés vers l'endroit où l'objet avait disparu. Je n'étais plus sûr de rien. Mon ami, qui jusque-là était resté calme et assuré, était aussi sous le choc. Mais il m'a regardé avec une expression qui disait tout, comme s'il venait de voir quelque chose qu'il avait toujours soupçonné, mais qu'il n'avait jamais voulu croire. Il m'a alors rappelé des histoires que l'on m'avait racontées, des récits de pêcheurs locaux, des légendes qui avaient fait leur chemin jusqu'à moi. Ces pêcheurs parlaient de bases sous-marines, des endroits cachés sous l'eau où des choses surnaturelles, voire extraterrestres, se seraient installés. Ils disaient que des vaisseaux ou des formes de vie venues d'ailleurs se cachaient dans les profondeurs, loin des regards humains. Bien sûr, j'avais toujours pensé que c'était juste des contes pour effrayer les enfants, des histoires inventées pour rendre la mer encore plus mystique.
Mais ce soir-là, ce que nous venions de vivre m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir. À cet instant, j'ai compris que ces histoires pourraient bien être réelles. Tout devenait soudainement beaucoup moins rationnel. Les bruits, la lumière, cet objet métallique, tout cela ne semblait plus aussi absurde que j'aurais voulu le croire. Peut-être que, sous les vagues, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, des secrets que la mer garde jalousement. Et je crois maintenant que ce que j'ai vu ce soir-là fait partie de ces secrets. Je ne regarderai plus jamais la mer de la même manière. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.